Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Gotcha, votre balado hebdomadaire ou presque hebdomadaire qui porte sur l'actualité automobile et sur les essais routiers. Une semaine assez chargée avec beaucoup de développement. On va même parler de sport automobile, quelque chose qu'on fait pas très souvent. Et moi, je vais vous parler d'un essai de voiture de luxe, la Mercedes EQS, mais en version VUS. Puis moi, en plus du sport automobile, je vais vous parler comme d'habitude de quelques petites nouvelles un peu loufoques, puis d'un nouveau concept Nissan que j'avoue que je trouve assez intéressant. Moi, c'est William Bouchard. Et moi, c'est Marc Bouchard et vous écoutez Gotcha. Ben oui, William, écoute, on va parler de sport automobile. C'est pas quelque chose que l'on fait souvent, mais évidemment, on ne pourra pas en parler du côté de la performance parce que c'est pas vraiment notre monde. Avant de se lancer dans l'essai de la semaine, j'aimerais qu'on parle d'un événement auquel on a assisté tous les deux il y a quelques heures à peine. Euh, L'idée, en fait, c'est intéressant parce que c'est un concessionnaire, c'est Albi le géant qui est partenaire de Genesis, donc il y a une concession de Genesis depuis 2016, qui a annoncé d'ailleurs qu'il était pour construire un nouveau bâtiment pour accueillir cette concession-là de façon plus physique, mais ils ont surtout été les premiers à présenter au Québec un petit véhicule qu'on attend, je pense, avec une certaine impatience, le GV70 électrifié. Eh bien, électrifié, hein, c'est ça qu'il faut spécifier, c'est que, en gros, il n'y a rien de différent. Non, en fait, c'est ça. C'est que, contrairement, par exemple, au GV60, qui est un modèle qui a été conçu pour être 100% électrique, dans le cas du GV70, tout comme le G80, on a pris la base du modèle à essence et on a remplacé le moteur à essence par un moteur électrique. C'est aussi simple que ça. Évidemment, vous aurez compris qu'on parle ici d'un petit VUS, quand même magnifique. Moi, j'aime beaucoup les lignes de Genesis. Genesis, c'est la compagnie qui est en train de progresser le plus rapidement actuellement vraiment au monde. En termes de pourcentage, c'est incroyable. Et le GV70 devrait aller chercher une clientèle encore plus abondante. Bon, évidemment, physiquement, quand on regarde le véhicule, il n'y a pas de grande différence. Une partie de la grille avant, parce que, bon, comme tu le sais, William, il n'y a pas de calandre réel quand c'est un véhicule électrique. Pas besoin, hein? Pas besoin d'aération, donc c'est une calandre qui est pleine. Petit truc, cependant, on l'a appris à nos dépens quand on a essayé le G80 électrifié, excusez, pas électrique. Euh, la prise de recharge, elle est cachée dans la calandre. Mais comme la calandre est composée de petits carreaux, on a super bien dissimulé la ligne pour tout ça. C'est très subtil. Écoute, je suis obligé de te dire que moi, ça m'a pris 15 minutes la trouver la première fois. J'ai un collègue qui a essayé la voiture, le G80 électrifié après moi, qui m'a appelé pour savoir où c'était. Donc, si vous achetez un GV70, vous aurez le même problème. C'est dans la partie avant, c'est dans la calandre. Pour le reste, un véhicule qui est bien assemblé, qui est beau, qui est bien fait. On n'a pas le prix. La disponibilité, c'est pour bientôt, mais comme tout le reste, tu sais, ben, on en a d'ailleurs discuté avec le propriétaire d'Albi Géant hier, là. On est encore au stade des commandes pour plusieurs mois à l'avance, dans tous les véhicules à essence comme véhicules électriques. Mais bon, un beau lancement, un beau dévoilement, en fait, qu'on trouve intéressant parce que le véhicule, ben, c'est super important pour Genesis et on était bien content d'y assister. En tout cas, moi, j'étais bien Ah content. ben oui, absolument, moi aussi, là, c'était très gentil des gens de Genesis d'ailleurs de m'avoir invité en tant que ton co-animateur de ce podcast. Puis d'ailleurs, c'est fou à quel point il y a aucune différence hein, entre la version à essence puis la version électrique, même pas dans le design, là, d'habitude on essaye de faire, la plupart des compagnies essayent de rendre la version électrique du même modèle. On pense à Hyundai, là, tu sais, quand ils sont tournés du côté électrique, leur véhicule a automatiquement pris un air un peu plus futuriste. Ici, on est vraiment resté dans le même style. J'ai l'impression que c'est voulu là, de la part de Genesis, justement, de garder son image, puis de pas aller dans les espèces de flafla un peu futuristes, là, comme on le voit dans beaucoup de compagnies. C'est voulu parce que, comme je te l'ai dit, il y aura des véhicules qui vont être conçus 100% électriques les prochains. Entre autres, tu te rappelles peut-être quand je suis allé au Salon de Los Angeles, j'avais assisté à un dévoilement sur la plage à Malibu. Oui. Ça se place bien dans une conversation, ça. Ouais, j'aime ça le répéter.
Alors, il y avait dévoilé à ce moment-là un cabriolet Genesis qui est magnifique. Ben, ils ont confirmé la semaine dernière qu'ils étaient pour le produire, ce cabriolet-là. 100% électrique avec le nouveau style. Donc, ça vient nous dire que les prochains véhicules de Genesis vont effectivement profiter d'un nouveau design. Bon, le bémol, c'est que le prochain cabriolet va être entre 200 et 300 000 US, mais en tout cas, il va exister. Et, bien évidemment, si tu regardes le GV60, il y a des éléments, la fameuse sphère de cristal au milieu qui sert de décoration, mais en même temps qui se retourne pour devenir l'espèce de transmission. C'est assez spécial comme look. Ben, on va miser là-dessus pour les prochains véhicules. Ceci étant dit, tu parlais de design futuriste et de changement pour des véhicules électriques. Moi, j'ai essayé un véhicule électrique, le Mercedes EQS VUS. Un gros véhicule, un vrai gros véhicule, 5,2 mètres de longueur, un peu plus de 2 mètres de largeur. C'est gigantesque. 3 rangées, beaucoup d'espace et un moteur électrique, bien entendu, 107,8 kWh de batterie. C'est l'équivalent de la berline EQS, dont j'ai déjà parlé en disant que c'était probablement la meilleure voiture électrique au monde à ce moment-là. J'avais réussi avec la berline à faire un peu plus de 540 km d'autonomie, ce qui est exceptionnel. Hein? Bien sûr, c'était au début de l'hiver, mais quand même, je trouvais ça très bien. Et du côté du EQS VUS, on me promettait 459 km. J'ai fait l'aller-retour Québec. De chez moi à Québec, c'est 207 km. Donc, en théorie, j'aurais dû être en mesure de faire l'aller-retour sans problème. Limite, mais correct. C'était pas le cas. Ça n'a pas été le cas, pas du tout. Bon. Bémol, il faisait moins 20 degrés dehors. C'est quand même très froid. Et la plupart de mon parcours s'est produit sur autoroute. Donc, évidemment, pas de freinage, donc pas de régénération d'électricité au freinage. Mais quand même, je m'attendais à mieux que ça. Je n'ai pas fait en haut de 320 km. C'est assez troublant parce que c'est quand même presque 140 km de moins que ce qu'on nous promet. C'est beaucoup. Et c'est surtout beaucoup parce qu'on parle d'un véhicule qui vaut 158 000 $. Donc, on s'attend à ce qu'on ait placé des systèmes qui maximisent l'usage. C'est vrai, il y en a. On a mis un système de préchauffage de la batterie. Il y a même un élément particulier où, quand tu choisis sur le GPS ta borne où tu veux t'arrêter, la voiture va d'elle-même préchauffer la batterie pour s'assurer que quand tu vas arriver sur la borne, elle va être à son maximum et tu vas pouvoir charger plus rapidement. Capacité maximale de recharge 200 kW. Bon, ceci étant dit, j'ai aussi pas été chanceux. Je me suis arrêté à une première borne chez Petro-Canada, pour ne pas le nommer, et comme d'habitude, elle marchait pas. En tout cas, la première a complètement refusé de charger. La deuxième, quand je l'ai chargée, je me suis dit, je vais aller me chercher à dîner en attendant. Quand je suis revenu, elle chargeait à une vitesse de 35 kW, alors que ça devrait être de 350. C'est quand même 10% à peine. Là. C'est ça. Ça voulait dire que j'aurais passé l'après-midi là, littéralement, pour me recharger. Je suis finalement allé sur une borne du circuit électrique qui était indiquée à 100 kW, et moi, j'ai atteint une vitesse maximale de 85. Bon, ce qui est raisonnable, mais quand même un peu douteux parce que le véhicule devrait normalement aller chercher 200. Tout ça pour dire que je n'ai pas fait ni la vitesse de recharge promise, ni l'autonomie promise, ce qui est un peu décevant. Pour le reste, écoute, c'est un méga véhicule. La douceur de roulement, l'espace intérieur, la qualité de finition, des trucs complètement fous. Ben, tu l'as vu, le fameux Hyperscreen, avec les 3 grands écrans. Avec la réalité augmentée pour le GPS, c'est absolument fascinant. Le confort, écoute, sur l'appui-tête, on avait même ajouté des petits coussins par-dessus l'appui-tête. Oh, ouais, c'était comme... C'était première classe, là. Absolument, là, presque, tu sais, c'était quasiment là, avec des oreillers en duvet, là. C'était vraiment assez spectaculaire. Écoute, tout ça, c'est parfait, c'est vraiment bien fait, c'est beau, mais c'est 160 000 $ pour un véhicule dont l'autonomie n'était pas à la hauteur. C'est un petit peu décevant, mais bon, je n'ai pas les moyens, mais même si j'avais les moyens, je ne sais pas si c'est le genre de véhicule que je m'achèterais, mais c'est quand même assez impressionnant, je dois le dire. Alors, c'est pas le meilleur VUS électrique au monde, je peux pas dire ça de la même façon que je l'ai fait avec la berline, mais c'est quand même un véhicule qui est impressionnant à conduire et qui dispose de toutes sortes
d'éléments de confort et de technologie. Confort, bien évidemment, les passagers arrière ont des écrans individuels. Il y a le fameux système Hyperscreen où tu peux tout commander. Tu as un assistant personnel, tu dis « Hey, Mercedes », elle te répond. Bref, tout ça, c'est là. 4 roues directionnelles, ce qui te permet d'avoir un rayon de braquage ridicule. Bref, c'est un bon véhicule, mais qui atteint pas tout à fait ses objectifs, malheureusement. Puis c'est un assistant personnel Mercedes, donc c'est pas l'intégration Alexa ou Google, là, c'est vraiment développé par Mercedes. Oui, effectivement. De la même façon que quand tu rentres chez BMW, tu parles à ta voiture, tu dis « Hey BMW » et elle te répond. Mais bon, ça a l'air que je parle mal parce que ma BMW me comprend pas, mais Mercedes me comprenait assez bien. Je te dirais que moi aussi, j'ai eu pas mal le même problème dans presque toutes les voitures que j'ai essayées, on dirait. Puis pourtant, je prends un petit accent, là, tu sais, appelez Marc Bouchard, tu sais, puis ça fonctionne jamais. Moi, écoute, j'ai un ami que tu connais, Bertrand Godin. Quand j'étais là, c'est moins vrai avec le Sync 4 de Ford, mais dans le temps du Sync 3, il comprenait jamais son nom. Alors, je demandais, appeler Bertrand Godin, puis il appelait partout, mais sauf Bertrand Godin. La seule façon que j'avais trouvée, c'était de changer la langue du système, d'aller le mettre en anglais et de dire « Call Bertrand Godin ». Là, ça marchait tous les fois. Ha! Ben ouais, on pense pas à nous, pauvres Québécois. En tout cas, bref, tout ça pour dire que dans le cas de la Mercedes, là, c'était quand même plus efficace que ça, il faut bien le dire. Mais on reste quand même dans le même sujet, là, si tu veux qu'on continue. En parlant de véhicules, toi tu parlais de VUS, là c'est pas vraiment un VUS, mais en parlant de véhicules électriques, futuristes et tout, là Nissan sont allés loin, là. Ouais, oui, ils sont allés loin, mais... C'est un concept! Le concept. Ouais, mais toute l'histoire est intéressante. Oui, on parle bien sûr du concept Max Out, le Nissan Max Out, là, juste pour être très clair. Ouais, qui est un convertible 100% électrique. Mais moi, ce qui me fascine, puis c'est ça qui devrait t'intéresser, toi qui es un féru de technologie, ce véhicule-là a été lancé en 2021 dans la réalité. Oui, mais de façon digitale. Exactement. C'est que Nissan, en 2021, a présenté sa politique sa philosophie de design d'électrification pour l'avenir. Et il présentait différents modèles en silhouette, de façon numérique, dont la Nissan Z, qui a été sortie l'année passée, là, en vrai, là, bon, bien sûr, tu sais, la nouvelle Z, là, qui est magnifique et tout. Et il y avait cette voiture-là, la Max Out, qui était dans un plan, puis qu'on nous présentait, mais qui était numérique, qui avait jamais été faite. Puis on la regarde, puis on se dit, ça a l'air d'être carrément virtuel, numérique, impossible à faire dans la réalité. Mais ça l'est, parce qu'ils l'ont fait. La question, c'est jusqu'à quel point elle roule. Jusqu'à quel point est-ce que c'est légal de rouler avec? Si elle roule, il y a quand même beaucoup d'étapes entre elle roule et elle est disponible sur nos routes, hein? Faut quand même le spécifier. Et surtout, il y a une grosse marge entre concept et même prototype de modèle de production, là. On reste dans le concept, mais on regarde ça pour la première fois, puis tu sais, on dit que l'Ioniq 5 a des phares en pixels, ben là, la Max Out a des phares en fractal, là. Oui, effectivement. Oui, c'est la meilleure définition, effectivement, qu'on peut trouver. C'est un peu étrange. Même les sièges sont couverts de lignes, de motifs qui ont l'air d'être sortis de Tron, là, carrément des années 80. Tu sais, avec le noir, puis l'espèce de quadrillé lumineux, là. Puis ça... À l'intérieur, bien sûr, c'est statique parce que ça reste, j'imagine, du tissu, là. Mais à l'extérieur, du moins quand on regarde la vidéo, le principe, c'est que ça bouge, hein. Ça se trouve à être des écrans qui sont sur les pneus en tant que tels. Il y a pas l'air d'avoir vraiment de pneus conventionnels, là. Ça, j'ai bien hâte de savoir qu'est-ce qui arrive au niveau des roues parce que elles sont encastrées de façon un peu étrange. Puis disons que le mag, là, en bon français, c'est un écran. Donc, un peu difficile de savoir comment ils vont s'en sortir au niveau mécanique, là. J'ai hâte de voir ça dans Slotch, là, mais... Ben, c'est ce que je me dis. Puis surtout, ça sert-tu vraiment à quelque chose d'avoir des petits fractales sur ces mags? En tout cas, ça, on pourrait se poser la question longtemps, mais surtout, moi, c'est l'intérieur qui m'a fait me poser des questions sur si c'était vraiment quelque chose qui allait un jour même être proche de la réalité.
faut comprendre que c'est pas ça le but, hein. On fait des expériences de pensée pour voir les possibilités de design. Mais quand on regarde, là, je disais Tron, l'intérieur continue le thème. T'as une espèce de volant qui a l'air d'être... Ben, il y avait des Tesla, hein. Il y avait des Tesla qui avaient des volants comme ça. Ouais, mais ben, c'est une espèce de demi-volant. Là. Ouais, c'est ça, comme rectangulaire, comme pour les pilotes de course. Apparemment que c'est vraiment pas le fun à conduire dans la vie de tous les jours, là. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais avec des boutons dessus, pis ça a l'air d'une manette de jeu vidéo, franchement, avec la croix directionnelle, les boutons, là, A, B, X, Y, là, quasiment. Puis, pour jouer aux jeux vidéo, pour jouer à ton Fortnite, ben, en avant, t'as un gigantesque écran, là, c'est un seul écran qui fait toute la largeur de l'habitacle en tant que tel. Puis c'est pas vraiment clair quand on regarde la vidéo qu'est-ce qu'il va y avoir sur cet écran-là. Hein? Premièrement, on dirait que tu te reconnais de façon biométrique, là, c'est un peu bizarre. Je te dirais que c'est pas vraiment clair tout court ce que ce véhicule-là apporte de plus. Tout ce qu'on sait, en fait, c'est qu'au niveau de la motorisation, on a utilisé le système e-Force, donc le système à rouage intégral de Nissan, qu'on va retrouver sur le prochain Ariya, là, d'ici quelques semaines. Le reste, là, c'est une espèce d'expérience quasi ésotérique d'un ingénieur qui s'est mis à triper sur Tron, comme tu l'as dit, là. Ben, ça me rappelle un peu la fois que c'était Lincoln, je crois, qui avait fait son véhicule concept, là. Ben, quoi que c'était pas construit pour vrai, celui-là. Mais avec des écrans dans le plancher, là. Ça me fait penser un peu à ça, où on essaye d'aller trop loin on essaie de dépasser la limite pour la trouver, hein. C'est un petit peu ça, j'ai l'impression, le concept. Puis, tu sais, on en parle, hein. On en parle à nos auditeurs. Il y a des articles là-dessus sur Internet. Ça fonctionne. Ça fonctionne, puis écoute, ce que ça laisse présager éventuellement, c'est qu'il y aura une version cabriolet d'une voiture électrique. C'est ça que Nissan veut nous dire avec ça. Mais bon, écoutez, attendez-vous pas à ça, là. En fait, ça a l'air des petites Hot Wheels que j'achetais quand j'étais jeune. J'ai eu la même pensée. La forme, là, c'est exactement une Hot Wheels. C'est pile ça. Puis je dirais, tu sais, tu demandes qu'est-ce que ça apporte. Je te dirais, ça apporte la même chose que toutes les autres compagnies de toutes les autres manufacturiers de la planète, là, comme, trouve-moi une compagnie qui a pas sur son site le futur du transport avec inséré le nom du manufacturier ici, là, tu sais. Ah oui, avec nos véhicules, nous allons vers l'environnement et plus loin dans la technologie et l'innovation, comme. C'est ça. Vers l'environnement et plus loin encore. Mais... Ford Lightyear, ça. Écoute, les discours des constructeurs automobiles, tu le sais, là, sont actuellement, on met sur on veut vous procurer une belle expérience, puis on va aussi vous procurer un futur propre et un environnement meilleur. Tout en continuant de vous offrir des véhicules individuels sur des routes pavées au bitume. Ça, c'est notre modèle d'un environnement sain. Ne soyons pas cyniques. Bref, voilà. La réduction des ventes, par contre. Ça, on nous affirme que la production est à son plein. T'as raison que je suis trop cynique. C'est moi le cynique entre nous deux. Mais ça prend un cynique à l'émission quand même. Hein, et c'est moi. Oui, puis c'est ta job. T'as 23 ans, c'est fait pour ça. Ben, c'est ça. Mais écoute, ne soyons pas cyniques au point de cracher dessus complètement. C'est quand même vraiment un concept que je trouve assez beau d'un point de vue visuel pour une fois. Hein, écoute, c'est un peu étrange. Je suis pas sûr que je suis fan du look Tron, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont allés à fond la caisse. Donc, félicitations Nissan pour votre beau concept. Effectivement. Parlant véhicule électrique, c'est le fun, là, on se lance là-dedans, mais tu as trouvé un sondage qui nous inquiète un peu quant aux connaissances des gens sur les véhicules électriques. Écoute, je te ferai pas perdre ton temps trop longtemps sur des vieilles données. On parle de 2022, un petit sondage fait par Leasing Options Limited. Je dis des vieilles données dans le sens que c'est pas des nouvelles, là. Mais quand même, c'est très surprenant ce que les gens du Royaume-Uni, du moins, hein, donc le sondage a été fait au Royaume-Uni, c'est étonnant ce que les gens peuvent penser des véhicules électriques. Entre autres, on parle d'une personne sur 12 qui dit qu'on ne peut pas s'asseoir dans un véhicule électrique pendant qu'il est en charge. Ben oui, c'est clair. C'est le meilleur moyen d'avoir une permanente. Ben écoute, on reste quand même dans des croyances pas trop pires, mais si je te disais que
3 personnes sur 50, donc 6% des gens, pensent que les batteries des véhicules électriques explosent systématiquement lors d'une collision. Ça, je suis obligé de te dire que c'est une croyance qui est plus répandue qu'on pourrait le croire. Parce que, regarde tout ce qui s'est passé, puis aussitôt qu'il y a un incendie d'un véhicule électrique, ça fait la une, parce que... Ben moi-même, j'ai fait Alors de la que- blague dans une de nos émissions, hein, quand la réalité, c'est que ouais. c'est bien plus les hybrides, à cause de la combinaison, comme on disait, de la batterie puis de l'essence. Mais même à ça, hein, systématiquement, je trouve ça quand même Ouais, non, il y a peut-être drôle, une... là. Ouais, c'est ça, non, il faudrait pas exagérer. De façon systématique, il y a un peu de sécurité quand même. Ouais, il y a 5% des gens qui ont dit qu'on n'avait pas besoin d'un permis de conduire pour conduire un véhicule électrique. Ben, je te dirais qu'il y a probablement 5% des gens qui conduisent comme s'il n'y en avait pas de toute façon. Fait que... Écoute, ça, t'as pas tort, mais ça, c'est électrique, pas électrique, hein. Peu importe. Non, c'est vrai. Ça, c'est tout le monde qui Ça- conduit comme ça. On revient à notre sondage de l'autre fois où on disait que les gens qui ont des voitures vous sont moins courtois et se pensent tout permis. Bref, Écoute. vous non, m'entendez me taper sur les doigts sur ma méchanceté, là. il faut que t'arrêtes de passer Voilà. des commentaires, là. Tu sais, si moi je suis cynique, toi t'es baveux. Une personne sur 25 pense qu'on ne peut pas amener son véhicule électrique dans un car wash. Quand même. Mais mon préféré, quand même, plus d'une personne sur 50. Donc, quand même, environ plus que 2%, là, on dit que les véhicules électriques n'avaient pas de break. Et ils s'arrêtent comment? Non, pas de break. Ben là, c'est parce que ils ont déjà vu une auto électrique rouler, là. Je veux dire, ça atteint quand même 100 km/h et plus. Comment ça stoppe? C'est Par quoi, la pensée. quelle belle transition vers ma prochaine petite nouvelle pour toi. J'en ai une belle façon de te stopper. As-tu pensé à juste rentrer dans un mur? Ben, c'est un peu radical, je trouve. Ouais, mais écoute, ça t'arrête sur un sale temps, va te dire. Mais c'est aussi apparemment une technique de course, se rentrer dans un mur. Est-ce que tu savais ça? Ben, écoute, je connais des pilotes qui ont fait ça dans le passé, mais je suis pas sûr que ça les a fait gagner, par exemple. Non, hein, ben, écoute, ça leur a fait gagner en notoriété, hein, mais plus parce qu'on a parlé de l'accident après. On nomme des circuits après eux autres. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais en fait, moi, je viens de parler de NASCAR cette fois-là. Donc, c'est le début de notre segment sport automobile. Profitez-en, ça arrivera pas souvent. Mais je viens de parler de peut-être un des seuls avantages de la jeunesse par rapport au véhicule. Puis je t'explique pourquoi. Alors, il y a un pilote qui s'appelle Ross Chastain, ou Chastain si on le prononce en français, qui, dans une course en octobre dernier, a fait quelque chose de complètement fou. Il était 10e, puis il a décidé que c'était pas assez bon pour lui. Fait à la place de juste faire comme des gens normaux, puis faire une manœuvre de dépassement ou quelque chose, là, tu sais, dans le virage, essayer de prendre le virage à l'intérieur, lui a fait non! Il est allé directement vers le mur. Puis il s'est collé sur le mur avec le devant de son véhicule. Puis l'effet que ça a, en fait, c'est que t'as pas besoin de freiner, hein, parce que ben ton véhicule est un petit peu emporté par la force du mur, tu sais, dans la bonne direction. Donc, Ouais, t'as comme pas le choix de le suivre, là, tu suis la courbe. ben, c'est ça, à moins de défoncer le mur, t'as comme pas ben le choix, tu sais. Fait que ton char, il suit la courbe, puis il a dit, ah ben, c'est un bon moment pour sacrer le pied au fond. Et il a décidé d'accélérer, donc, avec le devant, là, vraiment, faut voir la vidéo, c'est assez impressionnant. Le devant, collé sur le mur, puis il a décidé d'accélérer, puis ça a fonctionné. Il a réussi à dépasser plein de gens. J'ai pas Ah oui, c'est ça. Donc, il a dépassé 6 personnes. Il est passé de 10e à 4e. Calculez ça comme vous voulez. Mais donc, ça, il est passé à 4e dans le dernier coin de la piste avec sa technique. La partie pour laquelle je te disais un avantage des gens de ma génération, et bon, il est peut-être un petit peu plus vieux que moi, mais tu comprendras, c'est que... Est-ce que tu sais d'où venait son inspiration? Des pilotes qui avaient vu faire des accidents, non? NASCAR 2005 sur la GameCube.
Attends une minute. Faut que tu m'expliques, là. C'est que quand il était jeune, il jouait à NASCAR 2005 sur la GameCube. Puis, il a été inspiré de son expérience à faire exactement le même move dans le jeu vidéo pour savoir si ça fonctionnait ou pas dans la vraie vie. Il a décidé de se lancer. Faut dire que c'est un move que personne n'avait vraiment essayé avant, mais que quand on l'essaie dans les jeux vidéo, ça fonctionne, hein? Ils appellent ça en anglais un wall ride. Et quand on pense à la physique de la chose, tu sais, dans un monde virtuel, on peut comprendre pourquoi, tu sais, ben là, justement, ça permet de conserver son vecteur son vecteur et sa vélocité, tout ça. Ouais, mais ça doit te retenir. Je sais pas, j'essaye de comprendre. Moi, si je rentre dans un mur de briques, la friction doit être épouvantable, ça doit me retenir un bout. Ça doit... En tout cas... Écoute, je regarde la vidéo en ce moment même, là, pis je ne sais pas. Je ne sais franchement pas. J'imagine que c'est parce que la friction faite par le mur... Tu vois que ça le ralentit, bien sûr, dans la ligne droite, mais j'ai l'impression que la friction dans le mur est moindre que le freinage que les autres doivent appliquer pour prendre le virage de façon intelligente. Mais vraiment, là, je sais pas si t'as vu le vidéo, là, mais c'est assez incroyable. Son véhicule frotte le long du mur carrément tout le long, puis malgré tout, il réussit à les dépasser par l'extérieur. Bon, la raison pour laquelle je t'en parle aujourd'hui pour quelque chose qui s'est passé en octobre dernier, c'est parce que là, NASCAR a fait « Ouais, non, ça va pas se passer exactement comme ça. » T'allais dire? Écoute, moi, j'essaie de penser combien ça a dû coûter réparer le char et les débris que ça a dû faire sur la piste et comment ça a dû handicaper ceux qui le suivaient, là. Il devait être furieux, là. Je dois t'admettre que j'ai pas songé à tout ça. C'est quand même fait de façon... Écoute, je vais pas dire sécuritaire pour quelque chose comme ça, là, mais y a pas grand monde autour de lui, sauf vers la fin quand il arrive, là, vraiment sur le bord de la ligne d'arrivée, où là, il est plus dans le peloton. Mais puisque les gens veulent le prendre vers l'intérieur, habituellement, pour être capable de prendre avec le moins de distance possible, faut dire qu'il y avait personne qui pensait qu'il allait se lancer sur le bord du mur comme ça. Il est assez tout seul, là. Ouais, tu vois le vidéo devant tes yeux, là. Tu m'as envoyé le lien, je suis en train de regarder la vidéo, là. Le gars est complètement fou. J'aurais jamais osé faire ça. C'est fou, hein? C'est complètement fou. Et on croirait, comme tu dis, de façon intuitive. On se dirait que les lois de la physique vont entrer en jeu, vont empêcher de faire ça. Mais il a vraiment bien... Il longe... Oui, c'est à côté sur le mur, mais il est pas rentré dedans, là. Il est vraiment juste guidé par le mur. C'est fascinant. Puis c'est beau, tu le regardes rouler après. Un léger angle pour que ce soit juste le nez qui frotte en avant. La raison pour laquelle je t'en parle, là, puis j'écoute aucunement le NASCAR, c'est que ça l'a fait le tour de l'Internet. Bien sûr, les forums de jeux vidéo, on en a parlé parce qu'on était fiers de dire « Hey, regardez, hein, les jeux vidéo, ça sert aussi à gagner des courses dans la vraie vie. » Mais là, NASCAR est venu péter notre fun en disant que ça violait la règle, prépare-toi, 10.5.2.6.A. Bien sûr. Celle que l'on consulte tous les jours. Ben, je me disais justement, j'avais oublié, moi, j'avais juste lu .5 B et C, puis là, j'avais pas lu .6.A. Mais là, c'est ça. Apparemment que ce serait donc contre cette règle-là. En gros, là, c'est tout ça pour dire là que ça veut dire faites pas des choses dangereuses. Et là, ouais. On a dit que ça, c'était spécifiquement une chose dangereuse que cette règle-là nous disait de pas faire. Même si je suis obligé d'admettre que le gars, il a quand même fait ça de la manière la plus sécuritaire possible. Mais bon. Oh, ouais, j'avoue que c'est un bel exercice de pilotage. Pas nécessairement à recommander, mais un bel exercice de pilotage. Hey, dans la série des sports automobiles, on va continuer, ça va être très bref. Une grande nouvelle qui est arrivée au cours des dernières heures au moment où on se parle, c'est Ford qui a annoncé son retour en Formule 1. C'est une grande nouvelle parce que, écoute, Ford a quitté la Formule 1 en 2004. Donc, ça fait quand même très, très longtemps. Et ils reviennent à partir de 2026 en collaboration avec Red Bull. La raison de ça? Les prochaines Formule 1 à partir de 2026 vont être équipés de moteurs V6 hybrides avec un carburant 100% renouvelable.
Donc, Ford a C'est fait décidé avec de quoi, s'attaquer. du carburant renouvelable, genre du maïs, là, genre... Ben, je sais pas. En fait, il y a Porsche aussi qui arrive avec du carburant synthétique. Faudrait pousser un peu puis aller chercher un peu. Je pense que ça vaudrait la peine d'en parler à un moment donné. Mais ça va faire partie donc de ce qui s'en vient. Et Ford a décidé de faire partie de cette avancée-là, de cette aventure-là. Et ils vont revenir avec Red Bull à partir... Ils ont dit au moins entre 2026 et 2030. Donc, c'est un bon retour pour Ford de ce côté-là. Dans un tout autre ordre d'idée, et ce sera notre dernière nouvelle pour aujourd'hui, à moins que toi tu aies autre chose, on nous en avait parlé depuis longtemps. Il y a Mazda qui a fait un dévoilement important cette semaine. C'est le Mazda CX-90. C'est un tout nouveau véhicule, une nouvelle plateforme pour les grands véhicules que Mazda va utiliser. La particularité de ce véhicule-là, bon, il va remplacer le CX-9, c'est un gros véhicule 3 rangées. C'est fait pour ça. La particularité de ce véhicule-là, elle se trouve sous le capot parce qu'on a 2 motorisations qui sont de nouveaux genres. La première, c'est un 6 cylindres en ligne de 340 chevaux, ce qui est assez particulier parce qu'on sait que ces gros moteurs-là ont tendance à disparaître du marché. On dit qu'avec ça, le CX-90 va être capable de remorquer jusqu'à 5000 livres. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, hybride branchable. Le premier véhicule hybride branchable chez Mazda. On nous dit pas exactement quelle est la distance qu'on va pouvoir parcourir. On sait qu'actuellement, il est sur le CX-60 en Europe, qui sera pas vendu chez nous, fait 63 km là-bas. Donc, on peut s'attendre à entre 50 et 60 km sur un hybride branchable jumelé à un 4 cylindres. Donc, un véhicule qui va être beaucoup plus économique du côté de Mazda et qui, quand même, prend des proportions importantes là, avec 3 rangées de sièges. J'ai la réponse à ta question. Juste ici, avec quoi est-ce qu'on fait les carburants synthétiques? Oui. Je peux pas te dire pour Ford, c'est probablement le même concept, mais du moins pour Porsche, la façon que ça fonctionne, c'est que on sépare par électrolyse, on va séparer l'hydrogène et l'oxygène dans l'eau, et avec l'hydrogène, on va mélanger ça avec du CO2 qu'on extrait de l'air pour faire du méthanol. Ah, mon Dieu, OK. Donc, c'est basé sur l'hydrogène, la production d'hydrogène aussi. Exact, c'est ça. À mélanger avec du CO2 tiré de l'air. Puis j'ai une dernière chose qui va peut-être te rendre heureux. Je sais à quel point je connais ton amour profond pour Tesla et Elon Musk. Je vais te donner une autre raison maintenant de rire d'eux autres. Je sais pas si tu l'as vu, ça a passé dans les nouvelles récemment, mais il y a un monsieur qui a acheté sa Tesla, puis quelque chose comme 5 jours plus tard, son volant, il a juste lâché. Voilà. Son volant lâché. C'est tout. Oui, c'est ce que j'ai à dire. C'est pas la première fois, c'était une modèle Y, hein. Puis c'est pas la première fois. La première fois, c'était en 2020, c'était une Tesla Model 3 qui et son propriétaire a roulé, disons, 500 km, 340 000 pour se retrouver dans la même situation. Il avait dit que c'était un problème de Bolt, là. C'est probablement le même problème, mais ça me fait quand même rire que ce soit pas la première fois. Imagine t'es en train de conduire comme sur l'autoroute, puis là, le volant te reste dans les mains. Il me semble ça... Sans ça a l'air des films, tu sais, les mauvaises comédies américaines, là, slapstick, là. Mm-hmm. Tu te retrouves avec le volant dans les mains. Ouais. Pis... Ben écoute, au moins t'as l'autopilote. Mais t'as pas le droit de l'appeler comme ça si t'es en Californie. Parce que le tribunal a tranché comme quoi il avait plus le droit d'utiliser cette appellation. Je savais qu'il fallait pas te partir sur Tesla, là. Bon, fait que merci de nous avoir écoutés. Oui, effectivement. On vous remercie de nous avoir écoutés, bien entendu. On vous invite à vous abonner sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, bien sûr. Gotchard, vous pouvez vous abonner sur Google Podcast, Apple. On vous invite aussi à nous envoyer des commentaires, à nous écrire des commentaires, à nous donner des notes, des étoiles. On aime bien en recevoir, bien sûr. Vous pouvez aussi venir nous retrouver sur notre page Facebook, soit personnelle ou soit sur celle de Gotchard Podcast, bien sûr. Nous envoyez vos messages à gotchard.podcast@gmail.com. Suivez-nous partout. Posez-nous vos questions si vous en avez. Ça nous fera plaisir d'y répondre. Et la semaine prochaine, dans la prochaine édition, je vais faire tirer des billets pour le Salon de l'Auto de Québec. Même moi, c'est en primeur, ça. Ben oui, effectivement, tu ne le savais pas. Écoute, on a 2 paires de billets pour le Salon de l'Auto de Québec qu'on va faire tirer la semaine prochaine. Je ne vais pas encore regarder les modalités, là, mais tenez-nous au courant. Tenez-vous au courant en nous écoutant. Fait qu'on vous remercie de nous suivre. Mon cher William, je te remercie de me suivre dans cette super aventure. Ça me fait toujours plaisir. Et on vous dit bonne semaine. À la semaine prochaine.
Gotchard est une production de l'agence MWA Bouchard, à l'animation Marc et William Bouchard, au montage sonore Audrey Denomé et pour la musique thème Kevin MacLeod.